Lorsque mon fils, Marc, a pris la décision d'emménager dans la somptueuse demeure de sa belle-mère millionnaire, Geneviève, sa femme, Élise, l'a suivie en courant, rayonnante, me laissant seule dans cette maison qu'elle méprisait tant. Je me souviens encore parfaitement de ses dernières paroles avant de monter dans la voiture de luxe que Geneviève avait envoyée pour eux. « Crève dans ta vieille bicoque, pauvre minable !» Elle l'a crié si fort que les voisins sont sortis pour voir le spectacle. Marc n'a rien dit. Il a simplement chargé les valises et est parti sans un regard en arrière. Je suis restée là, sur le pas de ma porte, les regardant s'éloigner vers cette vie de manoir et de domestique dont ils avaient tant rêvé. 3 mois entiers se sont écoulés sans un seul appel, sans un message, comme si j'étais morte pour eux. Puis, un jeudi après-midi, ils sont réapparus. Ils sont arrivés dans un taxi déglingué, transportant les mêmes valises qu'ils avaient emportées pleines d'illusions, mais cette fois avec des visages de défaite absolue. Et quand j'ai ouvert la porte et que je les ai vus là, debout, les yeux suppliants, je les ai accueillis d'une manière qui a même laissé Philippe, le chauffeur de taxi, complètement abasourdi. Car ce qu'ils ignoraient, c'est que ces 3 mois sans eux ne m'avaient pas détruite. Ils m'avaient transformée en quelqu'un de complètement différent. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois revenir au commencement. Je dois vous raconter comment était ma vie avant que tout ne s'effondre, avant qu'Élise n'entre dans nos vies comme un ouragan d'ambition et de venin. Je m'appelle Simone et j'ai 64 ans. Cette maison où je vis, cette modeste demeure de 2 étages dans un quartier ouvrier, est tout ce que je possède. Je l'ai achetée il y a 30 ans, avec l'argent de l'assurance vie de mon mari, décédé quand Marc n'avait que 8 ans. Un accident de chantier. Un jour, il est parti travailler comme d'habitude et n'est jamais revenu. Il m'a laissée seule avec un jeune enfant, quelques dettes et ce chèque d'assurance que j'ai investi dans la seule chose qui pouvait nous offrir une stabilité, un toit. J'ai travaillé pendant 25 ans comme secrétaire dans un cabinet comptable. Mon salaire n'était pas élevé, mais il suffisait. J'ai élevé Marc seul. Je l'ai habillé, nourri. J'ai payé son école, ses fournitures, ses rêves. Il n'a jamais manqué de rien. Enfin, peut-être d'un père. Mais j'ai essayé d'être les deux à la fois. Je me suis démenée, faisant des heures supplémentaires quand c'était nécessaire. J'ai économisé chaque centime pour qu'il puisse aller à l'université. Il a étudié, a obtenu son diplôme d'ingénieur et a trouvé un bon travail. J'étais si fière. Je pensais que tous mes sacrifices avaient porté leurs fruits. Puis, Élise est apparue. Il l'a rencontrée lors d'une conférence de son entreprise, il y a 4 ans. Elle travaillait dans les relations publiques, toujours impeccablement vêtue, avec cet air de supériorité qui m'a mise mal à l'aise dès le premier instant. Quand Marc me l'a présentée, j'ai souri et je l'ai prise dans mes bras comme je le fais avec tout le monde. Mais elle a à peine tendu la main, comme si me toucher risquait de la contaminer. J'aurais dû le voir à ce moment-là. J'aurais dû remarquer ce regard qui m'a parcouru de haut en bas, évaluant ma robe simple, mes chaussures usées, ma modeste maison. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Ce fut un petit mariage car je n'avais pas les moyens pour quelque chose de grandiose et Marc ne voulait pas que je m'endette. Élise a été de mauvaise humeur toute la journée. Sa mère, Geneviève, n'est même pas venue. Elle a envoyé un cadeau coûteux et une note froide disant qu'elle était en voyage d'affaires en Europe. J'ai préparé le repas de mes propres mains. J'ai fait un bœuf bourguignon, un gratin dauphinois, tout ce que je savais bien faire. Élise a à peine touché à son assiette. Je l'ai entendu dire à une cousine « On dirait de la nourriture de gargote ». Après le mariage, Marc et Élise ont emménagé avec moi. « C'est temporaire », ont-ils dit. Juste le temps de mettre assez d'argent de côté pour leur propre logement. J'étais heureuse. Ma maison se sentait de nouveau pleine. J'ai préparé la chambre du haut, la plus grande, celle avec vue sur le petit jardin. J'ai mis des draps neufs, des rideaux propres. Je pensais que nous allions être une famille. Quelle naïve j'étais. Dès le premier soir, Élise a commencé ses commentaires.
La maison sentait le renfermer. Les murs avaient à besoin d'un coup de peinture. La salle de bain était trop petite. Les meubles du salon semblaient assortis d'une décharge. Chaque jour, elle trouvait quelque chose de nouveau à critiquer. Au début, Marc la défendait avec des rires nerveux, disant qu'elle était habituée à autre chose, que je devais comprendre. Et je comprenais. Ou du moins j'essayais. J'avalais mes mots et mes larmes, et je continuais à cuisiner, à nettoyer, essayant de les mettre à l'aise. Les mois ont passé et les choses ont empiré. Élise a cessé de manger ma cuisine. Elle disait qu'elle était trop grasse, trop lourde, trop banale. Elle a commencé à commander des plats de restaurants chers et laissait les emballages traîner pour que je les ramasse. Elle invitait ses amis et s'excusait auprès d'elle pour l'endroit humble où il devait vivre temporairement. Marc était de plus en plus silencieux. Il rentrait tard du travail et s'enfermait avec elle dans leur chambre. Je les entendais se disputer. Élise pleurait, disant qu'elle n'en pouvait plus de vivre ainsi, que sa mère avait raison, qu'elle méritait mieux. Alors, Geneviève a commencé à nous rendre visite. Enfin, visite n'est pas le mot juste. Inspection serait plus exact. Elle arrivait dans sa voiture importée avec chauffeur, habillée comme pour un gala. Elle entrait dans ma maison, en regardant tout, avec un dégoût à peine dissimulé. Elle s'asseyait sur le bord du canapé comme si elle craignait d'attraper la pauvreté, et elle parlait. Mon Dieu, comme elle parlait! Elle disait à Marc qu'il avait du potentiel, qu'il avait fait une belle carrière malgré ses origines modestes, qu'avec les bonnes relations, il pourrait aller très loin. Et puis, elle me regardait et souriait. Un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Simone, c'est admirable que vous ayez fait tout ce que vous pouviez, avec si peu. Tout le monde n'a pas la chance de naître dans une bonne situation. » Je serrais les poings sous la table et je souriais. Toujours, pour Marc, parce que je ne voulais pas causer de problème, parce que je pensais que si j'étais patiente, si j'étais aimable, Élise et sa mère finiraient par voir que je ne voulais que le meilleur pour mon fils. Quelle idiote j'étais. La gentillesse ne fonctionne pas avec ce genre de personnes. Ils voient la gentillesse comme une faiblesse et attaquent la faiblesse comme des requins, attaquent le sang dans l'eau. Tout a basculé un vendredi soir. Geneviève est venue dîner. J'avais tout préparé avec soin. J'avais nettoyé la maison jusqu'à ce qu'elle brille. J'avais mis des fleurs fraîches sur la table. Élise m'avait à peine adressé la parole de toute la semaine. Mais ce soir-là, elle semblait particulièrement enjouée. Pendant le dîner, Geneviève a parlé de son manoir, de ses voyages, des opportunités qu'elle pourrait offrir à Marc s'il était au bon endroit. Et puis elle l'a dit. « Marc, mon chéri, pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec moi? J'ai toute cette aile de la maison que je n'utilise pas. 3 chambres, 2 salles de bain, terrasse privée. Élise y serait si heureuse. Et tu pourrais te concentrer sur ta carrière sans... » Elle a fait une pause et m'a regardée. Sans soucis inutiles. Le silence qui a suivi était assourdissant. Marc regardait son assiette. Les yeux d'Élise brillaient d'excitation. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Mais j'ai quand même souri. Marc doit décider ce qui est le mieux pour lui. Ai-je dit d'une voix calme. Même si, à l'intérieur, je hurlais. Et il a décidé. Bien sûr qu'il a décidé. Une semaine plus tard, ils faisaient leurs valises. La semaine qui s'est écoulée entre l'offre de Geneviève et le jour du déménagement a été une lente torture. Marc m'adressait à peine la parole. Quand j'essayais d'entamer une conversation, il détournait le regard et marmonnait quelque chose sur le fait d'être occupé. Élise, en revanche, était radieuse. Elle se promenait dans la maison comme si elle n'appartenait plus à cet endroit, comme si chaque seconde passée ici était une insulte à sa nouvelle position. Je l'ai entendue parler au téléphone avec ses amis, se vantant du manoir, des jardins, de la piscine chauffée. Elle ne mentionnait jamais mon existence. C'était comme si les dernières années avaient été effacées de sa mémoire. J'ai essayé de parler à Marc une dernière fois. C'était 2 nuits avant le déménagement. Je l'ai trouvé seul dans la cuisine, en train de boire de l'eau. Je me suis approchée avec précaution, comme on approche un animal effrayé.
Mon fils, es-tu sûr de cela ? Lui ai-je demandé doucement. C'est ta maison. Ce sera toujours ta maison. Il a posé le verre sur la table avec plus de force que nécessaire. Maman, je ne suis plus un enfant. J'ai besoin de construire ma propre vie. Élise n'est pas heureuse ici. Et toi, es-tu heureux ? Il n'a pas répondu. Il a juste quitté la cuisine, me laissant là, avec mes mots suspendus dans les airs. Ce fut la dernière véritable conversation que nous avons eue avant son départ. Le jour du déménagement, un petit camion est arrivé. Il n'avait pas beaucoup de choses. La plupart des meubles étaient chez les miens. Mais Élise s'est assurée d'emporter chaque cadeau que je leur avais fait, chaque photo où ils apparaissaient seuls, comme pour effacer toute trace de leur passage dans cette maison. Je les ai aidés à charger les cartons. Marc évitait mon regard. Élise supervisait tout avec ce sourire triomphant qui me faisait si mal. Quand ils ont eu fini de tout charger, Geneviève est arrivée dans sa voiture luxueuse. Elle n'est même pas descendue. Elle a klaxonné 2 fois, comme pour appeler des chiens. Élise a pratiquement couru vers la voiture. Marc a chargé les dernières valises et m'a finalement regardé. Pendant 1 seconde, juste 1 seconde, j'ai vu quelque chose dans ses yeux. De la culpabilité, du regret. Mais Élise l'a appelé depuis la voiture, et ce moment s'est évanoui. « Prends soin de toi, maman », a-t-il dit rapidement, avant de se retourner. « Marc, attends !» l'ai-je appelé, mais il marchait déjà vers la voiture. Élise a baissé la vitre. Elle avait cette expression sur son visage, ce mélange de mépris et de victoire que j'avais appris à haïr. Et c'est là qu'elle l'a dit. Elle a hurlé ces mots qui resteraient gravés dans mon âme, comme un fer rouge. « Crève dans ta vieille bicoque, pauvre minable. Nous, on va vivre comme il se doit, pas comme des rats dans ce trou immonde. » Les voisins sont sortis. Madame Fournier de la maison d'à côté, Monsieur Renaud de l'autre côté de la rue. Tous ont entendu, tous ont vu mon humiliation. Marc est monté dans la voiture sans rien dire, sans me défendre, sans même se retourner pour me regarder. Geneviève a démarré, et ils sont partis, comme ça. Je suis restée plantée sur le trottoir, tous mes voisins me regardant avec pitié, sentant les larmes commencer enfin à couler sur mes joues. Madame Fournier s'est approchée et m'a serrée dans ses bras. « Oh, Simone, cette femme n'a pas le pardon de Dieu. Et votre fils devrait avoir honte. » Mais je ne voulais pas de réconfort, pas de pitié. Je suis rentrée chez moi et j'ai fermé la porte. La maison était terriblement silencieuse. Pour la première fois depuis des années, j'étais complètement seule. Je me suis assise sur le canapé, ce vieux canapé qu'Élise avait tant critiqué. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré pendant des heures. J'ai pleuré pour mon fils qui avait choisi une vie de luxe plutôt que sa propre mère. J'ai pleuré pour les années que j'avais consacrées à l'élever, me sacrifiant pour lui, seulement pour qu'il m'abandonne de cette façon. J'ai pleuré pour l'humiliation publique. J'ai pleuré pour tout. Les jours sont passés et sont devenus des semaines. Au début, je vérifiais mon téléphone constamment, espérant un appel, un message, quelque chose. Mais rien n'arrivait. Marc n'a pas appelé une seule fois. C'était comme si j'étais morte pour lui. Les voisins me regardaient avec pitié quand je sortais. Certains m'apportaient de la nourriture comme si j'étais en deuil. Et je suppose que je l'étais. J'étais en deuil du fils que j'avais perdu, non pas à la mort, mais à quelque chose de pire, à l'ambition et à l'ingratitude. Une nuit, alors que j'étais allongée sans pouvoir dormir, j'ai entendu des bruits dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un groupe de jeunes taguer le mur de ma maison, à la bombe aérosol. Le lendemain, j'ai découvert qu'ils avaient écrit « Maison de l'abandonné ». Quelqu'un dans le quartier, probablement un ami des commérages, avait répandu l'histoire. J'étais maintenant le spectacle du voisinage. La femme pathétique que son fils avait quittée pour une vie meilleure. J'ai nettoyé le mur moi-même. Cela m'a pris 3 heures et 2 seaux d'eau savonneuse. Madame Fournier est venue pour m'aider, mais j'ai refusé. J'avais besoin de le faire seule. À chaque coup d'éponge, je sentais quelque chose en moi changer.
La tristesse commençait à se transformer en quelque chose de différent, de plus dur, de plus fort. Cette nuit-là, pour la première fois en un mois, je n'ai pas pleuré. Je me suis assise dans ma cuisine avec une tasse de café et j'ai regardé autour de moi. Vraiment regardé. Élise avait raison sur un point. La maison avait besoin de réparation. Les murs étaient défraîchis. Les meubles étaient vieux. Le jardin était à l'abandon. Mais pas parce que j'étais pauvre ou misérable comme elle l'avait dit, mais parce que j'avais consacré chaque centime et chaque minute à m'occuper de Marc. Je m'étais oubliée. J'avais oublié de prendre soin de mon propre espace. J'ai ouvert un carnet et j'ai commencé à faire une liste. Peinture pour les murs, réparer la fuite de la salle de bain, changer les rideaux, arranger le jardin. Chaque chose qu'Élise avait critiquée, j'allais l'améliorer. Mais pas pour elle, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour moi, parce que c'était ma maison, mon foyer, et que je méritais de vivre dans un bel endroit. Le lendemain, j'ai retiré mes économies. Ce n'était pas grand-chose. J'avais presque tout dépensé pour le mariage de Marc et pour les aider pendant qu'ils vivaient avec moi. Mais j'avais environ 2500 € de côté pour les urgences. Et c'était une urgence. Non pas d'argent, mais de dignité. Je suis allée au magasin de bricolage et j'ai acheté de la peinture. Couleur crème pour le salon, vert clair pour la cuisine, un ton doux de jaune pour ma chambre. L'employé, un jeune homme nommé Antoine, m'a aidé à tout charger dans un taxi. « Vous allez peindre seule, madame ?» m'a-t-il demandé, inquiet. « Oui, » ai-je répondu. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Je vais peindre seule. J'ai commencé le même après-midi. J'ai déplacé les meubles, tout couverts de vieux journaux, et je me suis mise au travail. Je n'avais jamais peint une maison de ma vie, mais j'ai appris vite. Le premier jour a été un désastre. Je me suis couverte de peinture. J'ai taché le sol, un rideau. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué, et quelque chose d'étrange s'est produit. À chaque coup de pinceau, à chaque mur qui changeait de couleur, j'avais l'impression de peindre par-dessus ma douleur. Je recouvrais le passé avec quelque chose de nouveau, quelque chose que je créais moi-même. Madame Fournier venait me voir chaque jour. « Simone, vous vous tuez à la tâche. Vous devriez engager quelqu'un. » Mais je ne voulais engager personne. J'avais besoin de le faire de mes propres mains. J'avais besoin de sentir que j'avais le contrôle sur quelque chose dans ma vie. Pendant 2 semaines, j'ai peint. J'avais mal au dos, au bras, mais je n'ai pas arrêté. Et quand j'ai terminé le salon et que j'ai vu ces murs propres et frais, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la fierté. Mais il y avait encore quelque chose qui me rongeait de l'intérieur, une question qui m'empêchait de dormir. Comment allait Marc? Était-il heureux dans ce manoir? Pensait-il parfois à moi? Une partie de moi, la partie maternelle qui ne meurt jamais, s'inquiétait encore pour lui. Il me manquait encore. Et cela me faisait me sentir faible et stupide. Alors je me suis souvenue de quelque chose. Nathalie, mon amie Nathalie du bureau où j'avais travaillé tant d'années. Elle était devenue avocate après avoir suivi des cours du soir, pendant des années. Nous ne nous étions pas beaucoup vus dernièrement, mais nous étions amies, de bonnes amies. Peut-être qu'elle pourrait m'aider à comprendre mes options. Pas pour poursuivre Marc, je ne ferai jamais ça, mais peut-être pour me protéger, pour m'assurer que cette maison, la seule chose que j'avais, resterait bien à moi. Je l'ai appelée. Sa voix au téléphone a semblé surprise, mais contente. « Simone, ça fait si longtemps. Comment vas-tu ?» Et pour la première fois, j'ai été honnête. « Pas très bien, Nathalie. J'ai besoin de te parler. On peut se voir ?» Nous avons convenu de nous retrouver le lendemain dans un café près de son cabinet. Je ne savais pas alors que cet appel allait tout changer. Le café où j'ai retrouvé Nathalie était un lieu petit et chaleureux, très différent des restaurants élégants qu'Élise devait fréquenter maintenant. Je suis arrivée avec un quart d'heure d'avance, nerveuse, ne sachant pas exactement ce que j'allais lui dire. Quand Nathalie est entrée, j'ai été surprise de la voir si changée.
Ce n'était plus la secrétaire timide dont je me souvenais. Elle marchait maintenant avec assurance, portait des tailleurs élégants, un porte-documents en cuir. Elle était devenue quelqu'un d'important. Je me suis sentie petite à côté d'elle. Mais quand elle m'a vue, son visage s'est illuminé de ce sourire chaleureux que je connaissais. Elle m'a serré fort dans ses bras, et dans cette étreinte, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Une acceptation sincère. « Simone, raconte-moi tout », a-t-elle dit alors que nous nous asseyions. Et je lui ai tout raconté. Depuis que Marc avait rencontré Élise jusqu'au jour du déménagement. Je lui ai parlé des humiliations, du mépris de Geneviève, des mots cruels qu'Élise m'avait criés devant tous les voisins. Je lui ai parlé des nuits passées sans sommeil, à me demander ce que j'avais fait de mal en tant que mère. Nathalie écoutait en silence, mais je voyais son expression se durcir à chaque détail. Quand j'ai eu fini, elle a pris ma main sur la table. « Simone, ce qu'ils t'ont fait est innommable. Mais j'ai une question importante à te poser. La maison où tu vis, à quel nom est-elle ? » « Au mien, » ai-je répondu. « Je l'ai achetée avec l'assurance vie de mon mari il y a 30 ans. Tout est à mon nom. » Nathalie a hoché la tête, pensive. « C'est une bonne chose, une très bonne chose. Marc a-t-il un document qui l'accrédite comme copropriétaire ? » « Non, nous n'avons jamais rien fait de tel. » « Pourquoi ? Penses-tu qu'il pourrait essayer de me prendre la maison ? Avec des gens comme cette belle-mère millionnaire, on ne sait jamais. Mais il y a quelque chose de plus important que je veux que tu comprennes, Simone. Ce que Marc a fait, t'abandonner ainsi, sans te fournir aucune sorte de soutien, pourrait techniquement être considéré comme un abandon de personne âgée. Tu as 64 ans. Si tu le voulais, tu pourrais engager des poursuites judiciaires. Je suis restée glacée. Poursuivre mon propre fils ? Non, Nathalie, je ne ferai jamais ça. Je ne te dis pas de le faire. Je veux juste que tu saches que tu as des droits, que tu n'es pas sans défense. Marc a des obligations envers toi, légales et morales, qu'il a choisi d'ignorer. Garde tous les messages, tous les appels, ou plutôt l'absence de ceux-ci. Documente tout. Non pas parce que tu vas l'utiliser, mais parce qu'on ne sait jamais quand on pourrait en avoir besoin. Ces paroles ont résonné dans ma tête pendant des jours. J'avais des droits. Je n'étais pas sans défense. C'était un concept si simple, mais si puissant. Toute ma vie, j'avais été celle qui se sacrifiait, qui cédait, qui se faisait petite, pour que les autres brillent. Mais il n'était plus nécessaire que ce soit ainsi. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en 2 mois. J'ai continué à travailler sur la maison. Après avoir peint, j'ai réparé la fuite de la salle de bain. J'ai engagé Antoine, le jeune du magasin de bricolage, pour m'aider avec les choses que je ne pouvais pas faire seule. Il s'est avéré être un garçon travailleur et honnête. Il me facturait un prix modique et faisait un excellent travail. Nous avons arrangé le jardin ensemble, planté de nouvelles fleurs, réparé la clôture. J'ai remplacé les vieux rideaux par de nouveaux de couleur claire qui laissaient entrer plus de lumière. J'ai acheté des plantes pour le salon. Petit à petit, ma maison se transformait et je me transformais aussi. J'avais perdu du poids avec tout ce travail physique. Ma peau était plus colorée à force de passer du temps dans le jardin. Mais le plus grand changement n'était pas physique. Il était intérieur. Quelque chose dans mon regard avait changé. Je n'étais plus la femme effrayée et blessée qui pleurait toutes les nuits. Je devenais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait pas besoin de l'approbation de quiconque pour se sentir valable. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes du jardin, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Un instant, j'ai pensé ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à prendre l'appel. « Maman !» La voix de Marc semblait étrange, tendue, presque désespérée. Mon cœur a fait un bond. Après presque 3 mois de silence absolu, il appelait enfin. « Marc, ça va ? » « Oui, ça va. Écoute, maman, j'ai besoin de te demander une faveur. C'est important. » Une faveur. Pas un « tu me manques ». Pas un « pardon de ne pas avoir appelé ». Pas un « comment vas-tu ?» Juste une faveur.
De quoi as-tu besoin ? Ma voix a sonné plus froide que je ne le voulais. J'ai besoin que tu me prêtes de l'argent. 4 000 €. J'en ai besoin de toute urgence. Je te jure que je te les rends dans 2 mois. Je suis restée silencieuse. 4 000 €. J'avais exactement 4 200 € sur mon compte en banque. C'était toutes mes économies, ce qui restait après avoir acheté les matériaux pour la maison. C'était mon filet de sécurité, ma tranquillité d'esprit. Pourquoi as-tu besoin de cet argent, Marc ? Il a hésité. Ce sont des dépenses, des choses qui sont apparues. Je ne peux pas t'expliquer maintenant, mais j'en ai vraiment besoin. Des dépenses ? Tu ne vis pas dans un manoir avec ta belle-mère millionnaire ? Quelles dépenses peux-tu bien avoir ? Maman, s'il te plaît, ne commence pas. Tu vas m'aider ou non ? La froideur dans sa voix m'a fait plus mal que n'importe quel cri d'Élise. C'était mon fils, l'enfant que j'avais élevé, qui me parlait comme si j'étais une banque, une ressource à exploiter. « Marc, je ne t'ai pas vu depuis 3 mois. Tu n'as pas appelé une seule fois pour savoir si j'étais vivante ou morte, et maintenant tu appelles pour demander de l'argent. Tu t'attends vraiment à ce que je te dise oui ? Je savais que tu allais réagir comme ça. Tu es toujours pareil, à te faire passer pour la victime. Écoute, si tu ne veux pas m'aider, dis-le, c'est tout. Quelque chose en moi s'est brisé à ce moment-là. Mais pas de tristesse, de lucidité. J'ai enfin vu mon fils pour ce qu'il était devenu. Un homme égoïste, qui ne me cherchait que lorsqu'il avait besoin de moi. Non, Marc, je ne vais pas te prêter l'argent. Le silence à l'autre bout du fil a été long. Puis j'ai entendu Élise crier quelque chose en arrière-plan que je n'ai pas pu comprendre. Marc a soupiré de frustration. « D'accord, parfait. Je savais que je ne pouvais pas compter sur toi. Au revoir, maman. » Et il a raccroché, comme ça. Je suis restée là, dans le jardin, le téléphone à la main, ressentant un étrange mélange de douleur et de libération. J'avais dit non. Pour la première fois de ma vie, j'avais dit non à mon fils. Et même si ça faisait mal, ça semblait aussi être la bonne chose à faire. Ce soir-là, j'ai appelé Nathalie et je lui ai raconté l'appel. Elle a sifflé. 4 000 €, Simone. Il se passe quelque chose dans ce manoir. Les gens riches ne demandent pas à emprunter 4 000 € à moins qu'il n'y ait de sérieux problèmes. Tu crois ? J'en suis sûre. Écoute, j'ai quelques contacts. Laisse-moi enquêter un peu sur Geneviève, la belle-mère. Parfois, il est bon de savoir avec qui ton fils traîne. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi ne voulait pas savoir. Une partie de moi voulait juste continuer ma vie, oublier Marc et sa nouvelle famille. Mais une autre partie, celle qui était encore une mère, avait besoin de savoir qu'il allait bien. Même s'il m'avait abandonné, même s'il m'avait utilisé, il restait mon fils. Nathalie m'a appelé une semaine plus tard. Sa voix était sérieuse. « Simone, nous devons nous parler en personne. Peux-tu venir à mon cabinet demain ?» Quand je suis arrivée à son cabinet le lendemain, Nathalie avait un dossier sur son bureau. Je me suis assise et elle me l'a tendu. J'ai trouvé des choses intéressantes sur Geneviève. Pour commencer, son manoir n'est pas à elle. Elle le loue. Et selon mes sources, elle est en retard sur les paiements. J'ai aussi découvert que sa prétendue entreprise d'importation est dans le rouge. Elle vit d'apparence, Simone. De la poudre aux yeux. Je suis restée à regarder les papiers, sans pouvoir y croire. Mais la voiture de luxe, les vêtements, tout est loué, ou à crédit. Geneviève est endettée jusqu'au cou. Et il y a plus. Apparemment, elle fait payer un loyer à Marc et Élise. Elle leur facture la chambre, la nourriture, tout. Ton fils ne vit pas gratuitement dans un manoir. Il paie pour ce privilège. Et il semblerait que Geneviève leur soutire chaque centime qu'ils peuvent. J'ai ressenti un mélange d'émotions, de la satisfaction, car Élise ne vivait pas le conte de fées qu'elle avait imaginé, mais aussi de l'inquiétude. Marc était mon fils après tout. Même s'il m'avait abandonnée, je ne voulais pas qu'il souffre. Que dois-je faire de ces informations ? Ai-je demandé. Nathalie a haussé les épaules. Rien, pour l'instant. Garde-les simplement. Quelque chose me dit que tu en auras bientôt besoin. Et elle avait raison. Car 2 semaines plus tard, par un après-midi pluvieux de jeudi, on a sonné à ma porte.
Et quand j'ai ouvert, ils étaient là. Marc et Élise, avec leurs valises, leurs visages défaits, suppliant silencieusement de les laisser entrer. Et Philippe, le chauffeur de taxi qui les avait amenés, observait toute la scène, les yeux grands ouverts. Mais je n'étais plus la même femme qu'ils avaient laissée derrière eux. Et ce que j'étais sur le point de faire allait les laisser tous sans voix. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Marc et Élise debout là, avec leurs valises trempées par la pluie, le temps a semblé s'arrêter. Il s'était écoulé exactement 3 mois et 2 semaines depuis la dernière fois que je les avais vus. 3 mois et 2 semaines depuis qu'Élise m'avait crié ces mots cruels devant tout le voisinage. Et maintenant, ils étaient là, à ma porte, avec les mêmes vêtements chers qu'ils portaient quand ils étaient partis, mais maintenant froissés et tachés. Élise n'avait plus cette expression de supériorité. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Marc ne pouvait pas me regarder directement. Philippe, le chauffeur de taxi, déchargeait d'autres valises de la voiture. J'ai reconnu ces valises. C'étaient les mêmes avec lesquelles ils étaient partis. Mais maintenant, elles semblaient abîmées, rayées, comme si elles avaient été jetées sans ménagement. « Maman !» a finalement parlé Marc. Sa voix était brisée. « Nous devons te parler. Pouvons-nous entrer ?» Je n'ai pas bougé. Je suis restée là, dans l'encadrement de la porte, à les regarder. Élise s'était enveloppée dans un pull fin qui n'était clairement pas suffisant pour la pluie. Elle tremblait, mais je ne savais pas si c'était à cause du froid ou d'autre chose. J'ai remarqué qu'elle portait la même robe verte que le jour du déménagement. Cette robe qui avait sûrement coûté plus que mon salaire mensuel. Elle était maintenant sale à l'ourlet. « Parlez !» ai-je répété lentement. « C'est intéressant. Il y a 3 mois, vous ne vouliez pas parler. Il y a 3 mois, vous vouliez seulement partir vivre votre vie de luxe et me laisser crever dans ma vieille bicoque. N'est-ce pas les mots que tu as utilisés, Élise ?» Élise a tressailli. Pour la première fois depuis que je la connaissais, je l'ai vue sans voix. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Marc a fait un pas en avant. « Maman, s'il te plaît, nous avons fait une erreur, une énorme erreur. Geneviève, les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. »« Pas passées comme vous l'espériez ?» Ma voix sonnait plus dure qu'elle ne l'avait jamais été. « Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme vous l'espériez ? Le manoir n'était pas assez grand ? La nourriture n'était pas assez chère ? Ou peut-être que Geneviève s'est avérée ne pas être aussi généreuse que vous le pensiez ?» Philippe a fini de décharger les valises et s'est approché. « Madame, ça fera 150 € pour la course. » Marc a pâli. « Je n'ai pas d'espèces sur moi. Vous acceptez un virement ? L'application ne fonctionne pas avec cette pluie. J'ai besoin d'espèces. » Il y a eu un silence gênant. Marc a fouillé dans ses poches. Élise a ouvert son sac et en a sorti un billet froissé de 50 €. À eux deux, ils ont rassemblé 125 €. Il leur manquait 25 €. J'ai observé la scène sans rien dire. C'étaient les deux mêmes qui, il y a quelques mois, étaient partis dans une voiture de luxe, se vantant de leur nouvelle vie, et maintenant, ils ne pouvaient pas payer un taxi. Philippe m'a regardé avec espoir. Je savais ce qu'il attendait, que moi, la bonne mère dévouée, je sorte les 25 € manquants et que je résolve le problème comme je le faisais toujours. Mais je me suis contentée de croiser les bras. « Je suis désolée, Philippe. Je n'ai pas commandé ce taxi. » Les yeux de Marc se sont écarquillés de surprise. Élise semblait au bord des larmes. Philippe a soupiré de frustration. « Écoutez, messieurs, dames, il faut que vous me payiez. J'ai une famille à nourrir. »« On vous paiera, » a dit Marc désespéré. « Donnez-moi 2 jours et je vous vire le tout avec un pourboire. Je vous le jure. » Philippe n'avait pas l'air convaincu, mais il a finalement accepté les 125 €. 2 jours. Si je ne reçois pas le reste, je devrais le signaler. Il est monté dans son taxi en marmonnant quelque chose sur les clients problématiques et il est parti, nous laissant tous les 3 là, sous la pluie, qui commençait à redoubler d'intensité. Marc a ramassé une valise. « Maman, s'il te plaît, nous sommes trempés. »
On peut entrer ?» J'ai regardé derrière moi, vers ma maison. Ma maison propre et fraîchement peinte, mon sanctuaire que j'avais construit de mes propres mains pendant ces 3 mois. L'endroit où j'avais enfin trouvé la paix, après des années à être rabaissée et utilisée. Puis j'ai regardé mon fils et sa femme, debout là, attendant que je fasse ce que j'avais toujours fait, me sacrifier pour eux. « Non », ai-je dit simplement. Le silence qui a suivi était absolu. Même la pluie semblait s'être arrêtée une seconde. Marc m'a regardé comme s'il n'avait pas compris le mot. « Quoi ?» J'ai dit non. « Vous ne pouvez pas entrer dans ma maison. » Élise a laissé échapper un sanglot. « Simone, s'il vous plaît, nous n'avons nulle part où aller. Geneviève nous a mis dehors. Elle nous a jetés sans argent, sans rien. Nous avons dormi dans des hôtels miteux ces 4 derniers jours. Mais nous n'avons plus d'argent. S'il vous plaît, juste pour cette nuit. Juste pour cette nuit, ai-je répété. Comme lorsque tu as emménagé chez moi pour quelques mois temporairement et que ces mois se sont transformés en près de 2 ans. Comme lorsque, chaque jour de ces 2 années, tu m'as fait sentir que ma maison était un taudis indigne. Comme lorsque tu invitais tes amis et que tu t'excusais pour l'endroit humble où tu devais vivre. J'avais tort. Je suis désolée, vraiment. Je suis désolée. Les larmes coulaient sur les joues d'Élise, se mêlant à la pluie. Tu sais ce qui est triste, Élise? C'est que je te crois. Je crois que tu es désolée. Mais tu n'es pas désolée de m'avoir traitée comme une ordure. Tu es désolée d'être maintenant dans la position où j'étais. Tu es désolée de ta propre chute, pas de ma douleur. Marc a laissé tomber la valise. « Maman, je suis ton fils. Tu vas vraiment me laisser à la rue ?» Ces maudits mots conçus pour me faire sentir coupable, pour activer cet instinct maternel qu'il savait encore vivant en moi. Et oui, je l'ai senti. J'ai senti ce pincement au cœur, cette envie d'ouvrir la porte et de les laisser entrer. Mais je me suis aussi souvenue de quelque chose. Je me suis souvenue des mots de Nathalie. « Tu as des droits. Tu n'es pas sans défense. » Je me suis souvenue des nuits passées à pleurer, à me demander ce que j'avais fait de mal. Je me suis souvenue de l'humiliation publique, des graffitis sur mon mur, des regards de pitié des voisins. « Marc, quand tu es parti il y a 3 mois, c'est toi qui m'as laissé. Tu as choisi un manoir et de l'argent plutôt que ta propre mère. Tu es resté silencieux quand ta femme m'a insulté devant tout le quartier. Tu n'as pas appelé une seule fois en 3 mois pour savoir si j'étais vivante ou morte. La seule fois où tu as appelé, c'était pour me demander 4 000 €. Et quand j'ai dit non, tu m'as raccroché au nez. Alors non, je ne vais pas te laisser à la rue. C'est toi-même qui t'y es mis. Mais maman, il n'y a pas de mais, Marc. Pendant 3 mois, j'ai arrangé cette maison. Tu vois les murs? Je les ai peints moi-même. Tu vois le jardin? Je l'ai planté moi-même. Cette maison n'est plus l'endroit que vous avez quitté. C'est mon foyer, mon sanctuaire. Et vous n'y êtes plus les bienvenus. » Élise est tombée à genoux sur le trottoir mouillé. « S'il vous plaît, Simone, je vous en supplie, ne nous faites pas ça. Nous avons commis une terrible erreur, je le sais, mais nous avons besoin de vous. Vous avez besoin de moi. » ai-je répété avec amertume. « Maintenant, vous avez besoin de moi. Quand vous aviez un manoir, vous n'aviez pas besoin de moi. Quand vous aviez de l'argent, vous n'aviez pas besoin de moi. Vous n'avez besoin de moi que lorsqu'il ne vous reste plus personne. » Madame Fournier était sortie de sa maison avec un parapluie. Elle est restée dans son jardin, à observer. Monsieur Renaud était sorti aussi. Les mêmes voisins qui, 3 mois plus tôt, avaient été témoins de mon humiliation, assistaient maintenant à ceci. Mais cette fois, ce n'était pas moi l'humilié. Cette fois, c'était moi qui avais le pouvoir. Marc a passé ses mains dans ses cheveux mouillés. « D'accord, je comprends. On t'a maltraité. On a été des ingrats. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on se mette à genoux? Qu'on te demande pardon 1000 fois? Je le ferai. Je ferai n'importe quoi, maman. Mais s'il te plaît, laisse-nous entrer. Ne serait-ce que pour ce soir. Demain, on cherchera un autre endroit. » Non. Maman, il pleut. Nous n'avons pas d'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, Marc.
ce n'est pas mon problème. Peut-être que vous pouvez appeler Geneviève, ou les amis riches d'Élise. Ou peut-être que vous pouvez faire ce que j'ai dû faire quand je me suis retrouvée seule. Vous débrouiller. » Élise était toujours à genoux, sanglotant. Marc me regardait avec un mélange d'incrédulité et de rage. Je pouvais voir qu'il ne comprenait pas comment sa mère, la femme qui avait toujours cédé, qui avait toujours pardonné, lui refusait maintenant son aide. « Tu sais ce qui est le pire dans tout ça ?» ai-je continué, sentant les mots couler de moi comme une rivière trop longtemps contenue. « C'est que même maintenant, même à cet instant, vous n'êtes pas ici parce que je vous manque. Vous n'êtes pas venu pour vous excuser parce que vous avez réalisé que vous m'aviez maltraité. Vous êtes venu parce qu'il ne vous restait plus d'autre choix. Je suis votre dernier recours, votre plan Z. Et je suis désolée, mais je ne suis plus disponible pour être le plan de qui que ce soit. » J'ai saisi la poignée de la porte, prête à la fermer. Marc a fait un pas en avant, désespéré. « Attends, s'il te plaît, juste donne-moi une chance de t'expliquer. Geneviève n'est pas celle qu'on pensait. Elle nous a menti, elle nous a utilisés. Elle nous a fait travailler comme des domestiques dans sa propre maison. Elle nous facturait tout, la nourriture, l'eau, l'électricité. On vivait moins bien que quand on était avec toi. Et quand on n'a plus pu payer, elle nous a jetés comme des chiens. Elle nous a pris nos téléphones, nos cartes de crédit, tout. Elle nous a juste laissé ses valises avec des vêtements. Maman, on s'est trompé terriblement, mais on est une famille. Tu dis toujours que la famille, c'est le plus important. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Je disais ça, oui. Mais la famille, ça va dans les deux sens, Marc. Et vous avez prouvé que pour vous, je n'étais pas de la famille. J'étais une commodité. » Sur ce, je suis rentrée chez moi et j'ai fermé la porte. J'ai entendu Élise crier mon nom. J'ai entendu Marc frapper à la porte. Mais je n'ai pas ouvert. Je suis restée là, de l'autre côté, le dos contre le bois, sentant mon cœur battre la chamade. Des larmes coulaient sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de libération. Dehors, les coups ont continué pendant quelques minutes. Puis j'ai entendu des voix. Madame Fournier était sortie avec son grand parapluie et leur proposait de les emmener dans un foyer d'accueil proche. Monsieur Renaud leur a offert de l'argent pour un hôtel. Mes voisins, les gens qu'Élise avait tant méprisés, montraient plus de compassion que moi. Mais c'était leur décision. J'avais pris la mienne. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je me suis assise dans mon salon fraîchement peint, buvant du thé, pensant à tout ce qui s'était passé. Une partie de moi se sentait coupable. Une partie de moi voulait sortir en courant et les faire revenir. Mais une autre partie, la plus forte, savait que j'avais fait ce qu'il fallait. Pour la première fois de ma vie, j'avais choisi ma propre dignité, plutôt que les besoins de quelqu'un d'autre. Et c'était terrifiant. Mais c'était aussi une sensation de bien-être. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt après avoir à peine dormi quelques heures. Ma première pensée a été pour Marc et Élise. Où avaient-ils passé la nuit? Allaient-ils bien? Cette voix maternelle en moi s'inquiétait encore, ressentait encore cette pointe de culpabilité. Mais je me suis forcée à me lever, à me préparer un café et à m'asseoir dans mon jardin fraîchement aménagé. Les fleurs que j'avais plantées commençaient à éclore. Le soleil du matin faisait briller les feuilles mouillées par la pluie de la veille. Tout semblait propre et frais, nouveau. Madame Fournier a frappé à ma porte vers 9 heures. Elle avait apporté des croissants frais et cette expression d'inquiétude que je connaissais si bien. « Simone, ça va ?» a-t-elle demandé en entrant dans la cuisine. Elle s'est arrêtée en voyant les murs peints, les nouveaux détails. « Oh, mais qu'elle est belle, votre maison! Je n'étais pas entrée depuis que vous avez commencé à la ranger. »« Merci, Madame Fournier. Asseyez-vous, je vous sers un café. » Nous nous sommes assises à la petite table de la cuisine. Elle jouait avec sa tasse, voulant clairement dire quelque chose, mais ne sachant pas par où commencer. « Dites-le, » lui ai-je finalement dit. « Je sais que vous venez pour parler d'hier soir. » Elle a soupiré. « Je les ai emmenés au foyer de la paroisse. Le père Laurent leur a donné une chambre pour 3 nuits. Simone, ils avaient l'air anéantis.
Élise n'a pas arrêté de pleurer de tout le trajet. Marc a à peine parlé. J'ai senti ce poids familier sur ma poitrine. Et vous venez me dire que j'ai été trop dure avec eux. Non, a-t-elle répondu, me surprenant. Je viens vous dire que je suis fière de vous. Ce que vous avez fait hier soir a demandé un courage que peu d'entre nous ont. J'ai vu comment ils vous ont traité, Simone. J'ai vu comment ils sont partis d'ici comme si vous étiez un déchet. Et maintenant ils réapparaissent, en s'attendant à ce que tout aille bien. Non, ma chère, vous avez fait ce qu'il fallait. Ces paroles m'ont enlevé un poids énorme. J'avais craint que tout le monde pense que j'étais une mère cruelle et sans cœur. Mais Madame Fournier, qui me connaissait depuis 20 ans, qui avait tout vu, me soutenait. « Mais ils vont bien ?» ai-je demandé malgré tout. « Ils ont à manger ?» La paroisse leur donne à manger, et Monsieur Renaud leur a donné 180 €. Plus qu'il ne mérite, si vous voulez mon avis. Mais vous savez comment il est, ce brave homme. Il a un cœur d'artichaut. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de soulagement et autre chose. Quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Je ne voulais pas que Marc souffre, mais je ne voulais pas non plus le sauver. C'était comme être sur une corde raide émotionnelle. Les jours suivants ont été étranges. Je savais que Marc et Élise étaient au foyer, à seulement 4 pâtés de maison de chez moi. Mais je ne suis pas allée les voir. Je n'ai pas appelé. J'ai continué ma vie. J'ai continué à peaufiner les détails de la maison. Antoine est venu installer de nouvelles lampes dans le salon. L'endroit devenait de plus en plus accueillant, de plus en plus un vrai foyer. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes, j'ai entendu des voix dans la rue. C'était Élise. Elle parlait à quelqu'un au téléphone, criant presque. « Je me fiche de ce que tu dois faire. J'ai besoin que tu m'aides. Je suis ta cousine, tu te souviens ? Ou tu as déjà oublié quand je t'ai prêté de l'argent pour ton entreprise ?» Il y a eu une pause. Puis Élise a crié de frustration et a raccroché. Je l'ai vue descendre la rue, les épaules voûtées, vaincue. Elle portait les mêmes vêtements qu'il y a 3 jours. Ses cheveux, toujours parfaitement coiffés autrefois, étaient maintenant en désordre et ternes. Je me suis cachée derrière la clôture pour qu'elle ne me voie pas, ressentant un mélange de satisfaction et de pitié. Nathalie m'a appelée ce soir-là. « Comment vas-tu ?» J'ai entendu ce qui s'est passé. « Comment l'as-tu appris ?»« Simone, tu vis dans un quartier. Les nouvelles vont vite. Madame Fournier est une amie de ma tante. Elle m'a tout raconté. Et laisse-moi te dire une chose. Tu as bien fait. Je ne me sens pas bien pour autant. Tu n'es pas censée te sentir bien. Tu es censée te sentir forte. Il y a une différence. Tu regrettes ?» J'ai réfléchi à sa question. Est-ce que je regrettais ? Non, ai-je finalement répondu. Je ne regrette pas. Bien. Parce que j'ai d'autres informations sur Geneviève que j'ai pensé que tu voudrais savoir. Je peux passer chez toi demain ? Le lendemain, Nathalie est arrivée avec un autre dossier. Nous nous sommes assises dans mon salon et elle a étalé plusieurs documents sur la table basse. Geneviève est dans de sérieux problèmes financiers. Elle a des poursuites de 3 créanciers différents. La maison qu'elle loue, elle va en être expulsée le mois prochain. Son entreprise d'importation n'a jamais vraiment existé. C'était une façade pour du blanchiment d'argent. Et maintenant, les autorités enquêtent sur elle. Simone, cette femme est en route pour la prison. Je suis restée sans voix. Marc sait tout ça ? Je ne pense pas. Geneviève est très douée pour garder les apparences. Mais il y a plus. J'ai découvert qu'elle facturait à Marc et Élise 1 800 € par mois pour cette chambre. 1 800 €? Et ça sans compter la nourriture et les autres dépenses. Elle les a pressées jusqu'à la dernière goutte. C'est pour ça que ton fils t'a demandé les 4 000 €. Il était désespéré, essayant de payer les dettes qu'il avait envers Geneviève. 1 800 € par mois, ai-je répété, incrédule. Ils auraient pu louer un bel appartement pour ce prix. Exactement. Mais Geneviève les a convaincus que vivre dans le manoir était un investissement pour leur avenir, que les relations qu'ils y nourraient en vaudraient pour la peine. Que des mensonges. Il n'y a eu ni relation, ni opportunité, seulement de l'exploitation. J'ai regardé les documents, ressentant un tourbillon d'émotions.
D'un côté, j'avais eu raison de refuser de donner de l'argent à Marc. Cet argent serait allé directement dans les mains de Geneviève. De l'autre, mon fils avait été victime d'une manipulatrice professionnelle. « Que dois-je faire de ces informations ?» ai-je demandé. « Rien pour l'instant. Je voulais juste que tu connaisses toute la vérité. Marc et Élise ont pris de mauvaises décisions. Oui, mais ils ont aussi été manipulés par quelqu'un de bien plus habile qu'eux. Après le départ de Nathalie, je suis restée à réfléchir pendant des heures. Marc n'était pas un mauvais homme. Il était faible. Il avait mal choisi. S'était laissé éblouir par des promesses de richesse et de statut. Mais au fond, il restait mon fils, le petit garçon que j'avais élevé. Mais je comprenais aussi autre chose. Le fait qu'il ait été manipulé n'effaçait pas ce qu'il m'avait fait. Cela n'effaçait pas les humiliations, l'abandon, le manque de respect. Une chose n'annulait pas l'autre. Le vendredi après-midi, le père Laurent a frappé à ma porte. C'était un homme âgé d'environ 70 ans, avec des yeux bienveillants, mais fermes. « Simone, je dois vous parler de votre fils. » Je l'ai invité à entrer et lui ai servi un verre d'eau. Il s'est assis sur le canapé et m'a regardé avec cette expression que les prêtres ont lorsqu'ils s'apprêtent à faire un sermon. Marc et Élise doivent quitter le foyer demain. Les 3 nuits que je leur ai accordées se terminent. Je n'ai plus de place. Je sais, mon père. Marc m'a demandé de vous parler, d'intercéder en sa faveur. Il m'a raconté ce qui s'est passé, sa version du moins. Et que lui avez-vous dit? Je lui ai dit la vérité. Qu'il avait commis un péché terrible en vous abandonnant, qu'il avait manqué au 4e commandement. Mais je lui ai aussi dit que nous méritions tous une chance de rédemption. Je ne vous demande pas de les laisser revenir vivre avec vous, Simone. Ce serait trop. Mais peut-être pourriez-vous les aider à trouver un logement ou leur prêter un peu d'argent pour qu'ils puissent repartir à zéro. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon père, avec tout le respect que je vous dois. Non, il a soupiré. Je comprends votre douleur, ma fille, mais la vengeance n'est pas le chemin à suivre. Ce n'est pas de la vengeance, mon père, c'est de la protection. Pendant 3 mois, je me suis reconstruite. Si je les laisse entrer maintenant, ne serait-ce qu'un peu, je retomberai dans ce schéma de sacrifice pour des gens qui ne me valorisent pas. Marc est un adulte. Il a 32 ans. Il a fait des études. Il peut travailler. Il peut s'en sortir. Mais pas avec mon aide. Plus maintenant. Le père Laurent est resté silencieux un long moment, puis a hoché lentement la tête. Vous avez raison. Que Dieu vous bénisse, Simone. Et qu'il donne à Marc et Élise la force d'affronter les conséquences de leurs actes. Après son départ, je me suis assise dans mon jardin et j'ai pleuré. Pas de tristesse, mais de libération. Chaque personne qui venait en s'attendant à ce que je cède, que je sois la mère dévouée et sacrifiée, repartait en comprenant ma position. Je n'étais pas cruelle. J'étais forte. Ce soir-là, seule dans ma maison, belle et tranquille, j'ai su que j'avais franchi un point de non-retour. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Marc devrait trouver son propre chemin. Et moi, je trouvais enfin le mien. Le samedi matin, je me suis réveillée avec un étrange sentiment de paix. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi toute la nuit, sans cauchemar, sans me réveiller, en pensant à Marc. Je me suis préparé un petit déjeuner tranquille, café et tartines. Et je me suis assise dans mon jardin pour profiter du soleil matinal. Les papillons voltaient autour des nouvelles fleurs. Tout semblait parfait. C'est alors qu'on a sonné. Mon cœur a fait un bond. Était-ce encore Marc? Venait-il à nouveau supplier? J'ai pris une profonde inspiration et je suis allée ouvrir. À ma grande surprise, c'était Antoine, le jeune homme du magasin de bricolage qui m'avait aidé pour les réparations. « Bonjour, Madame Simone. J'espère ne pas vous déranger si tôt. »« Pas du tout, Antoine. Que se passe-t-il » Il a souri timidement. « Rien de mal. C'est que ma grand-mère a une chatte qui a eu des petits il y a 2 mois. Ils sont prêts à être adoptés. Et j'ai pensé... Eh bien, j'ai pensé que peut-être vous en voudriez un. Cette maison est si accueillante maintenant. Ce serait parfait pour un animal de compagnie. L'idée m'a prise par surprise.
Je n'avais jamais eu d'animaux. Marc était allergique quand il était enfant. Et après, je n'y avais tout simplement jamais pensé. Mais maintenant, en regardant ma maison rénovée, ma vie reconstruite, l'idée d'avoir un petit être vivant pour me tenir compagnie semblait merveilleuse. De quelle couleur sont-ils? Il y en a 3. Une est toute blanche, une autre a des taches oranges et noires, et la dernière est grise avec des yeux verts. Elles sont très affectueuses, madame, et déjà propres. J'aimerais voir la grise, ai-je dit impulsivement. 1 heure plus tard, Antoine est revenu avec une boîte en carton. Quand il l'a ouverte, la plus adorable petite chatte que j'ai jamais vue est apparue. Un pelage gris doux, des yeux verts brillants, petite et parfaite. Elle m'a regardée avec curiosité et a miaulé doucement. « Elle est magnifique !» ai-je murmuré en la prenant dans mes bras. La chatonne s'est immédiatement blottie contre ma poitrine, en ronronnant. J'ai senti quelque chose fondre en moi. Je la garde. Antoine a souri largement. Je savais qu'elle vous plairait. Ma grand-mère dit que c'était la plus câline de toutes, comme si elle attendait la bonne personne. Après le départ d'Antoine, je me suis assise sur le canapé avec la chatonne sur mes genoux. Je l'ai caressée doucement pendant qu'elle ronronnait. « Il te faut un nom », lui ai-je dit. J'ai réfléchi un instant et j'ai souri. « Je vais t'appeler Misty, parce que tu es arrivée dans ma vie comme une douce brume matinale, pleine de promesses. » Les jours suivants ont été différents. Je ne me sentais plus seule dans la maison. Misty me suivait partout. Elle dormait sur mon lit, s'asseyait sur mes genoux pendant que je regardais la télévision. Madame Fournier est venue la voir et en est tombée amoureuse immédiatement. « Oh, Simone, regardez-moi ça, quelle merveille! Cette maison avait besoin d'une vie comme ça, joyeuse, positive. » Elle avait raison. La maison ne ressemblait plus à l'endroit où j'avais subi des humiliations. Elle ressemblait à un vrai foyer, mon foyer. Un après-midi, alors que j'achetais de la nourriture pour Misty à l'animalerie, je suis tombée sur Geneviève. Nous nous sommes littéralement heurtés au détour d'une allée. Elle portait des lunettes de soleil, mais je l'ai reconnue immédiatement. Elle avait l'air différente. Ses vêtements, bien que toujours de marque, étaient nain froissés. Ses cheveux n'avaient plus cet éclat parfait de salon de coiffure. Elle avait l'air fatiguée, vieille. « Simone », a-t-elle dit, surprise, en enlevant ses lunettes. « Geneviève », ai-je répondu froidement. Il y a eu un moment de silence gênant. Elle a regardé mon caddie avec la nourriture pour chat, la litière, les jouets. Puis elle m'a regardée, m'évaluant comme elle le faisait toujours. Mais cette fois, elle n'a pas trouvé la femme humble et effrayée dont elle se souvenait. « J'ai entendu parler de Marc et Élise », a-t-elle finalement dit. « Qu'ils sont venus chez vous. »« Oui, ils sont venus. »« Et vous ne les avez pas accueillis ?»« Non. » Elle a laissé échapper un rire amer. « Je ne vous blâme pas. Ce sont des imbéciles, tous les deux. Je pensais que Marc avait plus de cran, plus d'ambition. Mais il s'est avéré être aussi faible que son père l'était probablement. La rage a explosé en moi. N'osez pas parler de mon mari. Il valait 1000 fois plus que vous. C'était un homme honnête qui travaillait dur, pas une menteuse qui vit d'apparence. » Ses yeux se sont plissés. « Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que vous avez entendu. Je sais tout sur vous, Geneviève. Je sais que votre manoir est loué. Je sais que vous êtes endettée. Je sais que vous avez fait payer à Marc et Élise 1 800 € par mois pour une chambre. Je sais tout. » Son visage a pâli. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Geneviève avait l'air petite, vulnérable. « Vous ne savez rien, » a-t-elle murmuré. Mais sa voix manquait de conviction. « J'en sais assez. Je sais que vous avez utilisé mon fils. Vous l'avez pressé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à en tirer. Et maintenant, quand les choses se compliquent pour vous, vous les avez jetés comme des ordures. Exactement comme ils l'ont fait avec moi. Ils ont pris leur propre décision. Oui, et maintenant, ils en paient le prix. Tout comme vous paierez pour les vôtres. J'ai entendu dire que les autorités sont très intéressées par votre entreprise d'importation. Ou devrais-je dire, votre entreprise inexistante. » Son visage s'est transformé en fureur. « Faites attention à ce que vous dites, vieille fouineuse. »
Sinon quoi? Vous allez me poursuivre? Allez-y. J'adorerais voir vos finances exposées devant un tribunal. Je me suis rapprochée d'elle et j'ai baissé la voix. Vous pensiez que j'étais une femme faible et stupide, quelqu'un que vous pouviez mépriser. Mais vous vous êtes trompé. J'ai élevé mon fils seul. J'ai acheté ma maison seule. Je me suis reconstruite seule. Pendant que vous vous noyez dans vos mensonges et vos dettes, je suis plus forte que jamais. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai payé mes affaires et je suis sortie du magasin la tête haute. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Mais je me sentais puissante. J'avais dit ces 4 vérités à la femme qui avait causé tant de mal. Ce soir-là, Nathalie m'a appelée, excitée. « Simone, tu ne vas pas le croire. Geneviève a été arrêtée cet après-midi. Apparemment, l'enquête a progressé plus vite que prévu. Elle est accusée de fraude et d'évasion fiscale. Elle va passer en jugement. » Je me suis assise sur le canapé, assimilant la nouvelle. Misty a sauté sur mes genoux. « Et Marc est impliqué? » « Non, il ne savait rien. Il n'a été qu'une victime de sa belle-mère. Mais cela signifie que tout espoir qu'ils avaient de récupérer l'argent qu'ils ont donné à Geneviève s'est envolé. Cet argent est perdu. Après avoir raccroché, je suis restée à réfléchir. Marc et Élise avaient tout perdu. Leur argent, leur fierté, leur rêve de grandeur. Et moi, la femme qu'ils avaient abandonnée, j'allais mieux que jamais. Le dimanche, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allée seule au parc. J'ai marché le long des sentiers, regardé les familles jouer, les couples main dans la main. Avant, ces scènes m'auraient fait me sentir seule et triste. Mais maintenant, je me sentais libre. Je n'avais besoin de personne pour être heureuse. J'avais ma maison, ma chatonne, ma paix intérieure. Sur un banc du parc, j'ai rencontré une dame nommée Monique. Elle avait à peu près mon âge, des cheveux blancs parfaitement coiffés et un sourire aimable. Nous avons commencé à discuter et il s'est avéré qu'elle vivait seule aussi. Elle avait également surmonté une situation familiale difficile avec ses enfants. « C'est libérateur, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle dit. « Quand on réalise enfin qu'on n'a pas à vivre pour les autres, qu'on peut vivre pour soi-même. »« Oui, » ai-je répondu en souriant. « Très libérateur. » Nous avons échangé nos numéros et avons convenu de nous revoir la semaine suivante pour prendre un café. J'avais une nouvelle amie, une nouvelle connexion. Ma vie se remplissait de bonnes choses, de bonnes personnes. Sans Marc, sans Élise, sans personne toxique qui ne faisait que me tirer vers le bas. En rentrant chez moi cet après-midi-là, je me suis assise dans mon jardin avec Misty sur mes genoux et j'ai regardé ma maison. Les murs fraîchement peints brillaient sous le soleil de l'après-midi. Les fleurs que j'avais plantées étaient en pleine floraison. Tout était parfait, tout était à moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais complètement satisfaite de qui j'étais et où j'étais. Je n'avais pas besoin de l'approbation de mon fils. Je n'avais pas besoin d'être la mère sacrifiée et dévouée. Je pouvais simplement être Simone, une femme de 64 ans qui avait survécu à la tempête et en était sortie plus forte de l'autre côté. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Si c'était Marc, je n'avais plus rien à lui dire. Si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait laisser un message. Pour l'instant, je voulais juste profiter de ce moment de parfaite tranquillité. Misty a ronronné plus fort, comme si elle comprenait exactement ce que je ressentais. Je l'ai caressée doucement et j'ai fermé les yeux, laissant le soleil réchauffer mon visage. C'était ma vie maintenant, et elle était belle. Les semaines ont passé, et ma vie a continué à s'épanouir de manière que je n'aurais jamais imaginée. Monique est devenue une amie proche. Nous nous voyons 2 fois par semaine, pour marcher dans le parc ou prendre un café. Elle m'a présenté à son groupe d'amis, toutes des femmes de notre âge, qui se réunissaient le jeudi pour des cours de danse. Au début, j'étais gênée, mais elles m'ont convaincue d'essayer. Le premier cours de danse a été un désastre. J'ai marché sur les pierres de mon partenaire 3 fois et je me suis trompée dans tous les pas. Mais les femmes ont ri avec moi, pas de moi. Et au 3e cours, je suivais déjà le rythme.
Il y avait quelque chose de libérateur à bouger mon corps, au son de la musique, à me laisser aller sans penser à rien d'autre. Pendant cette heure de danse, je n'étais pas la mère abandonnée, je n'étais pas la femme humiliée, j'étais simplement Simone en train de danser. Un après-midi, après le cours, Monique et moi sommes allés prendre un café. Elle m'a regardée avec cette expression que je connaissais déjà, celle qui signifiait qu'elle voulait dire quelque chose d'important. « Simone, tu as l'air différente. Pas seulement physiquement, même si tu as perdu du poids et que tu es radieuse. C'est quelque chose dans tes yeux, dans ta façon de marcher. Tu renais. » Ces mots m'ont rempli d'émotion. Je me sens renaître. C'est étrange. Je pensais que l'abandon de Marc me détruirait, mais en réalité, il m'a libérée. Parfois, les gens doivent quitter nos vies pour que nous puissions découvrir qui nous sommes vraiment sans eux, a-t-elle dit sagement. Pendant ce temps, j'avais entendu des choses sur Marc et Élise par le biais des commérages du quartier. Après avoir quitté le foyer de la paroisse, ils avaient trouvé une chambre minuscule dans une pension du côté pauvre de la ville. Marc avait trouvé un travail de livreur de repas à vélo, chose qu'il n'aurait jamais envisagée auparavant. Élise travaillait comme femme de ménage, la même femme qui avait refusé ma nourriture parce qu'elle était trop banale, nettoyait maintenant les sols des autres pour survivre. Monsieur Renaud m'a raconté les avoir vus un après-midi. Ils avaient l'air épuisés. Simone, vaincue. Marc m'a vue et a baissé les yeux. Il ne m'a même pas salué. La honte se lisait sur son visage. Je n'ai pas ressenti de satisfaction en entendant cela, mais pas de pitié non plus. Juste une sorte de neutralité tranquille. Ils vivaient les conséquences de leurs décisions, tout comme je vivais les conséquences des miennes. Un jour d'octobre, alors que j'arrosais mes plantes, j'ai vu quelqu'un s'approcher de ma maison. C'était Élise, seule. Elle était méconnaissable. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval, sans maquillage. Elle portait un vieux jean et un t-shirt usé. Mais le plus frappant était son expression. Il n'y avait plus aucune trace de cette arrogance qu'elle portait comme une couronne. Il n'y avait que de la fatigue et de l'humilité. Elle s'est arrêtée devant ma clôture. « Simone, pouvons-nous parler ?» J'ai posé le tuyau d'arrosage et je l'ai regardée. « Marc sait que tu es ici ?» ?»« Non, il ne veut pas venir. Il dit qu'il est trop fier pour supplier à nouveau. Mais moi, j'ai besoin de te parler. » J'ai envisagé de lui dire de partir, mais quelque chose dans sa posture, dans cette humilité sincère que je n'avais jamais vue chez elle, m'a fait hésiter. 5 minutes, ici, dehors. Elle a hoché la tête, reconnaissante. Elle est restée de l'autre côté de la clôture, comme pour respecter une limite invisible. Je veux te demander pardon. Je sais que ça ne veut rien dire venant de moi. Je sais que j'ai été horrible avec toi. Mais j'ai besoin que tu l'entendes quand même. D'accord, je t'écoute. J'ai grandi avec ma mère me disant que l'argent était le plus important, que l'apparence était tout, que les gens sans argent étaient inférieurs. Et je l'ai cru. Je me suis mariée avec Marc parce que j'ai vu du potentiel en lui, mais aussi parce que je pensais que je pouvais le modeler, en faire l'homme riche et prospère que ma mère voulait. Quand nous avons vécu avec toi, chaque jour me rappelait ce que je ne voulais pas être. Pauvre, simple, ordinaire. Alors je t'ai attaqué, je t'ai rabaissé pour me sentir supérieure. Elle a fait une pause, essuyant les larmes qui commençaient à couler. Mais ma mère nous a utilisés, tout comme je t'ai utilisé. Elle nous a pressés jusqu'à la dernière goutte. Et quand nous n'avons plus été utiles, elle nous a jetés. Et c'est là que j'ai compris. J'ai compris ce que je t'avais fait, la douleur que j'avais causée. Maintenant, c'est moi qui nettoie les maisons des autres. Moi qui porte des vêtements d'occasion. Moi qui n'ai nulle part où aller. Et que veux-tu que je fasse de ça ? Ai-je demandé sans émotion. Rien. Je ne veux rien. Je voulais juste que tu saches que je suis désolée, que je comprends que tu ne me pardonneras jamais. Et c'est bien comme ça. Je ne mérite pas ton pardon. Je voulais juste que tu saches que je me rends compte à quel point j'ai été terrible. Je l'ai regardé un long moment. «
Ses excuses étaient différentes de celles qu'elle avait faites sous la pluie un mois plus tôt. Celle-là avait été désespérée, manipulatrice. Celle-ci était sincère, douloureuse, réelle. « Je te crois », ai-je finalement dit. « Je crois que tu es désolée. Mais tu as raison sur un point. Je ne te pardonne pas. Du moins, pas maintenant. Peut-être jamais. Parce que le pardon n'est pas quelque chose qu'on donne simplement, parce que quelqu'un s'excuse. C'est quelque chose qui se gagne avec le temps et les actions. Et franchement, Élise, je n'ai aucun intérêt à te donner ce temps. » Elle a hoché la tête, acceptant mes paroles. « Je comprends. Merci de m'avoir écoutée. » Elle s'est retournée pour partir, mais s'est arrêtée. « Votre maison est magnifique, au fait. Elle a toujours été magnifique. J'étais trop aveugle pour le voir. Je l'ai regardée s'éloigner dans la rue, les épaules voûtées, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la paix dans sa démarche. Je n'ai pas ressenti de victoire. Je n'ai rien ressenti de particulier. Juste la clôture silencieuse d'un chapitre. Ce soir-là, Nathalie est venue me rendre visite avec des nouvelles. Le procès de Geneviève est prévu pour le mois prochain. Mon contact au parquet dit que les preuves sont solides. Elle passera probablement plusieurs années en prison. Pauvre Marc, ai-je dit automatiquement. Puis je me suis surprise de mes propres paroles. Nathalie m'a regardée avec curiosité. « Tu t'inquiètes encore pour lui ?»« C'est mon fils. Une partie de moi s'inquiétera toujours. Mais ça ne veut pas dire que je vais le secourir. On peut être les deux à la fois. Tu es plus forte que tu ne le penses, Simone. » Les jours de novembre ont apporté un air frais et renouvelé. Ma routine était devenue agréable. Je me réveillais tôt, préparais le café, jouais avec Misty, m'occupais de mon jardin. Le jeudi, j'allais danser, le dimanche au parc avec Monique. Ma maison était toujours propre et accueillante. J'avais acheté de nouveaux tableaux pour les murs, des plantes pour chaque recoin. Tout semblait vivant et plein de lumière. Un matin, M. Renaud a frappé à ma porte. « Simone, j'ai une faveur à vous demander. Mon neveu Olivier vient de s'installer en ville. Il cherche du travail comme comptable. Pourriez-vous lui donner quelques conseils ? Vous avez travaillé dans un cabinet comptable pendant des années. » Bien sûr, avec plaisir. Olivier s'est avéré être un homme agréable d'une 50aine d'années, divorcé, avec un sourire timide, mais sincère. Nous avons parlé pendant des heures du monde de la comptabilité, des entreprises qui pourraient nous recruter. Quand il est parti, il m'a remercié chaleureusement. « Vous êtes très aimable, Madame Simone. » Peu de gens prennent le temps d'aider des inconnus. Après son départ, j'ai réalisé quelque chose. Je rencontrais de nouvelles personnes. Je créais de vraies connexions. Mon monde s'élargissait de manière belle et naturelle. Je n'étais plus piégée dans cette bulle toxique, consistant à plaire à Marc et à supporter Élise. Novembre s'est transformé en décembre. Les rues se sont remplies de décorations de Noël. Normalement, cette période me rendait triste car elle me rappelait les Noëls avec Marc enfant. Mais cette année, je me sentais différente. Monique m'a invitée à un dîner de Noël avec son groupe d'amis. J'ai accepté avec joie. Le soir du dîner, alors que je me préparais devant le miroir, je me suis vraiment vue pour la première fois depuis des mois. Mon visage semblait plus plein de vie. Mes yeux brillaient. J'avais retrouvé quelque chose que j'avais perdu il y a des années. Ma joie. Pas la joie qui vient de rendre les autres heureux, mais la joie sincère qui vient d'être en paix avec soi-même. Misty a miaulé depuis le lit, comme pour approuver mon apparence. J'ai ri et je l'ai caressée. « Tu trouves que je suis belle ?» Elle a ronronné, ce que j'ai interprété comme un oui. Le dîner a été merveilleux. Nous étions 8 femmes, toutes avec des histoires similaires de perte et de renaissance. Nous avons ri, mangé, porté un toast aux secondes chances. Pour la première fois depuis des années, je me sentais faire partie de quelque chose, d'une communauté, d'une famille choisie. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé quelque chose sur mon paillasson. Une enveloppe. Je l'ai ouverte avec curiosité. À l'intérieur, il y avait une lettre manuscrite. « Maman, je sais que tu ne veux pas me parler. Je comprends. Mais je voulais que tu saches que j'ai trouvé un meilleur travail. Je ne livre plus de repas.
Je travaille à nouveau dans une entreprise d'ingénierie. Je ne gagne pas beaucoup, mais c'est un début. Élise et moi avons déménagé dans un petit appartement, mais digne. Nous apprenons à vivre avec moins, à apprécier ce que nous avons. Je sais que je t'ai manqué de respect de manière impardonnable. Je veux juste que tu saches que chaque jour, je pense à toi et à tout ce que tu as fait pour moi. Un jour, si tu m'en donnes l'occasion, je te prouverai que je peux être le fils que tu méritais depuis le début. Marc. J'ai lu la lettre 2 fois. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Ce n'était pas du pardon, pas encore, mais c'était peut-être le début de quelque chose. La reconnaissance que Marc changeait, grandissait, apprenait. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Je n'allais pas répondre. Pas encore. Mais je n'allais pas la jeter non plus. Le temps dirait quoi en faire. Janvier est arrivé avec un froid inhabituel. J'avais terminé l'année entourée de mes nouvelles amies, célébrant chez Monique avec un dîner simple mais plein de joie. Pour la première fois depuis des décennies, je n'ai pas passé le nouvel an à penser à ce qui me manquait, mais à remercier pour tout ce que j'avais gagné. Un matin de mi-janvier, alors que je prenais un café dans mon jardin, emmitouflée dans un gros pull, j'ai vu une voiture s'arrêter devant ma maison. C'était une vieille voiture délabrée. Du siège conducteur est descendu Marc, de l'autre côté, Élise. Ils avaient tous les deux l'air différents de la dernière fois, plus minces, plus sérieux. Mais il y avait quelque chose sur leur visage que je n'avais pas vu avant. De la détermination. Marc tenait une boîte dans ses mains. Ils se sont approchés de ma clôture et sont restés là, à attendre. Ils n'ont pas sonné, n'ont pas crié. Ils ont juste attendu que je décide si je voulais leur parler. Je les ai regardés un long moment. Misty était sur mes genoux, ronronnant. Mon café était chaud. Mon jardin était magnifique. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Je pouvais simplement les ignorer et rentrer dans la maison. Mais quelque chose dans leur façon de se tenir là, respectueux, patient, m'a fait me lever. J'ai marché vers la clôture, mais je ne l'ai pas ouverte. Que voulez-vous? Marc a levé la boîte. Nous avons apporté ça. Ce sont tous les documents de la maison. Les actes de propriété, les reçus, tout. Tout est à ton nom. Mais nous voulons que tu saches que nous n'essaierons jamais, jamais de te prendre ta maison. J'ai parlé à un avocat et j'ai signé ça. Il a sorti un papier. C'est une renonciation légale à tout droit sur la propriété. Même si techniquement je n'avais aucun droit, je voulais que ce soit par écrit, pour que tu n'aies jamais à t'inquiéter. J'ai pris le papier et je l'ai lu. C'était exactement ce qu'il avait dit. Une déclaration légale signée et notariée. Marc renonçait à toute réclamation sur ma maison, maintenant et à l'avenir. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que tu as tout sacrifié pour moi pendant 30 ans. Tu as acheté cette maison pour me donner un foyer. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement pour me donner une éducation. Et je t'ai payé en te crachant au visage. Le moins que je puisse faire, c'est de m'assurer que personne ne pourra jamais te prendre la seule chose que tu as. Élise a fait un pas en avant. Simone, je veux aussi que vous sachiez quelque chose. J'ai trouvé un travail stable dans le nettoyage de bureau. Ça ne paie pas beaucoup, mais c'est honnête. Et chaque jour, quand je nettoie les sols, je pense à vous. À la façon dont vous nettoyez votre maison avec tant de soin pendant que je me moquais. À la façon dont vous prépariez de délicieux repas pendant que je les refusais. J'ai appris que le travail honnête a une dignité, quelque chose que ma mère ne m'a jamais appris. Ma mère va aller en prison, a poursuivi Marc. 5 ans, a dit le juge. Une partie de moi est soulagée. Elle ne peut plus manipuler personne. Élise et moi suivons une thérapie. Nous essayons de comprendre pourquoi nous avons pris les décisions que nous avons prises. Pourquoi nous avons été si cruels avec toi. Je les ai regardés tous les deux. Il y avait quelque chose de sincère dans leurs paroles. Quelque chose qui n'était pas là avant. Je suis contente que vous travailliez sur vous-même, vraiment. Mais ça ne change pas ce qui s'est passé. Nous le savons, a dit Marc. Nous ne sommes pas ici pour demander pardon. Nous ne méritons pas ton pardon. Nous voulions juste que tu saches que nous changeons,
que nous avons appris, et que si un jour, peut-être dans des années, tu décides de nous donner une autre chance, nous serons prêts. Mais si tu ne le fais jamais, nous le comprendrons aussi. J'ai pris la boîte de documents. Autre chose ? Élise a sorti une enveloppe de son sac. C'est pour vous. Ce sont 450 €. Je sais que ce n'est pas beaucoup comparé à tout ce que vous nous avez donné, mais c'est ce que nous avons pu économiser ces derniers mois. Et chaque mois, nous vous donnerons quelque chose, jusqu'à ce que nous vous ayons remboursé tout ce que nous vous devons. Chaque centime que vous avez dépensé pour notre mariage, notre nourriture, tout. Je ne veux pas de votre argent, ai-je dit automatiquement. S'il te plaît, accepte-le, a insisté Marc. Pas pour nous, pour toi. Parce que tu mérites de récupérer ce que tu as investi en nous. Parce que tu n'aurais jamais dû payer pour tout ça. Je suis restée à regarder l'enveloppe. 450 €. Une petite somme, mais qui pour eux, dans leur situation actuelle, avait sûrement nécessité des mois d'épargne et de sacrifice. D'accord, ai-je finalement dit en prenant l'enveloppe. Je vais l'accepter. Mais que ce soit clair, ça ne veut pas dire que les choses sont arrangées entre nous. Ça ne veut pas dire que je vous ai pardonné. Nous le savons, ont-ils dit tous les deux à l'unisson. Vous avez un long chemin à parcourir si vous voulez vraiment prouver que vous avez changé. Pas avec des mots, avec des actions. Pendant des années. Marc a hoché la tête, et pour la première fois, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Je vais passer le reste de ma vie à essayer d'être le fils que tu méritais, maman. Même si tu ne me pardonnes jamais, même si tu ne veux plus jamais me voir, je vais essayer quand même. Ils se sont retournés pour partir. Je les ai regardés marcher vers leur voiture délabrée, monter et s'éloigner. Cette fois, je n'ai ressenti ni satisfaction ni douleur. Juste une sorte de clôture tranquille. Ils étaient venus avec humilité. Avaient-ils reconnu leurs erreurs? Avais-je pris leurs responsabilités? Est-ce que cela signifiait que tout était pardonné? Non. Le pardon ne fonctionne pas comme ça. Il n'arrive pas dans un moment dramatique avec de belles paroles. Il arrive lentement, avec le temps, avec des actions constantes qui prouvent un changement réel. Cet après-midi-là, Nathalie est venue me rendre visite. Je lui ai raconté la visite de Marc et Élise. Elle a examiné les documents légaux et a hoché la tête avec approbation. C'est solide. Ta maison est complètement protégée. Et le fait qu'il ait fait ça sans que tu le lui demandes, ça veut dire quelque chose, Simone. Qu'est-ce que ça veut dire? Que peut-être, juste peut-être, il commence à vraiment comprendre ce qu'il a fait. Les mois ont continué à passer. Tous les 30 jours, comme une horloge, une enveloppe apparaissait dans ma boîte aux lettres, avec de l'argent et une courte note de Marc. Je pense à toi, maman. J'espère que tu vas bien. Misty doit être grande maintenant. Il ne demandait jamais rien, n'attendait jamais de réponse. Il tenait juste sa promesse de rembourser ce qu'il devait. Je gardais les enveloppes dans un tiroir. Je ne dépensais pas l'argent. Je ne savais pas encore quoi en faire. Mais je reconnaissais l'effort. En mars, Olivier, le neveu de M. Renaud, m'a invité à dîner. Il avait trouvé un excellent travail grâce au contact que je lui avais donné. Il voulait me remercier. J'ai accepté, pensant que ce serait un dîner rapide de courtoisie. Mais ce fut l'une des soirées les plus agréables que j'ai eues depuis des années. Olivier était intelligent, drôle, respectueux. Il m'a fait rire d'une manière que je n'avais pas ri depuis longtemps. Quand il m'a déposé chez moi, il m'a dit « J'aimerais te revoir, Simone, si tu le veux. » Bien sûr. Je me suis surprise à dire oui. Ce n'était pas de la romance. Pas encore. Peut-être que ça ne le serait jamais. Mais c'était de la compagnie, de la connexion, la possibilité de quelque chose de nouveau. Et c'était suffisant. Avril est arrivé avec des fleurs partout dans le jardin et un sentiment de renouveau total. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce jour pluvieux, où Marc et Élise étaient apparus à ma porte avec leurs valises et que je les avais rejetées. 8 mois pendant lesquels j'avais reconstruit ma vie, pièce par pièce, la transformant en quelque chose de mieux qu'elle n'avait jamais été. Un après-midi, alors que j'arrosais les plantes avec Misty me suivant entre les fleurs,
J'ai entendu des voix familières dans la rue. C'était Marc. Il parlait à Madame Fournier, l'aidant à porter ses courses du marché jusqu'à sa maison. Je l'ai observé depuis mon jardin sans qu'il me voie. Il avait l'air différent, plus mince mais plus fort. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans la façon dont il souriait sincèrement en discutant avec la voisine, qui m'a fait réaliser que le changement était réel. Quand il a fini d'aider Madame Fournier, il m'a vu. Il est resté immobile une seconde, puis a levé la main dans un salut timide. J'ai hoché la tête en retour. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus que ce que je lui avais donné depuis des mois. J'ai vu son visage s'illuminer d'espoir avant qu'il ne poursuive son chemin. Ce soir-là, Olivier est venu dîner. Nous nous voyons régulièrement depuis 2 mois. Rien de sérieux. Juste des dîners, des promenades dans le parc, de longues conversations sur la vie. Il ne poussait jamais pour plus, n'exigeait jamais rien. Il était simplement là, une bonne compagnie. « Ton jardin est magnifique », a-t-il commenté alors que nous dînions sur la terrasse. « C'est comme s'il avait explosé de vie. C'est comme ça que je me sens », ai-je répondu en souriant. Comme si j'avais explosé de vie après des années de sommeil. Il a pris ma main sur la table. Je suis heureux d'avoir connu cette Simone, la femme forte qui vit pour elle-même. Après le départ d'Olivier, je me suis assise dans mon salon avec Misty sur les genoux, pensant à tout ce qui avait changé. Cette maison qu'Élise avait tant méprisée était maintenant un refuge magnifique. Les murs que j'avais peints de mes propres mains brillaient sous la lumière chaude des nouvelles lampes. Les meubles qu'elle avait qualifiés de déchets étaient là maintenant propres et entretenus, pleins de caractère et de mémoire. Chaque recoin racontait l'histoire de ma renaissance. L'enveloppe mensuelle de Marc est arrivée comme d'habitude, mais cette fois, il y avait quelque chose de plus à l'intérieur, en plus de l'argent. Une photo. C'était de lui et Élise dans ce qui semblait être un parc, tous deux souriant sincèrement, avec des vêtements simples mais propres. Au dos de la photo, il y avait une note. Nous nous sommes inscrits à des cours de cuisine communautaires. Élise a appris à faire une blanquette. Pas aussi bonne que la tienne, mais elle essaie. J'essaie aussi, maman, chaque jour. J'ai gardé la photo avec les autres lettres. Le tiroir était maintenant plein de 8 mois d'enveloppes, d'excuses silencieuses, d'efforts constants. Il était peut-être temps de reconnaître cet effort. En mai, Monique a organisé une réunion du groupe de danse chez moi. C'était la première fois que j'ouvrais ma maison pour une célébration depuis le départ de Marc. Les femmes sont arrivées avec de la nourriture, des rires et de la musique. Mon salon s'est rempli de vie et de joie. Nous avons dansé, mangé, raconté des histoires. Madame Fournier a apporté de vieilles photos du quartier et nous avons passé des heures à nous remémorer. « Regardez Simone », a dit Monique en levant son verre. « Il y a 1 an, c'était une femme brisée. Aujourd'hui, c'est une femme qui brille. Aux secondes chances, aux secondes chances, avons-nous toutes répété. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise dans mon jardin sous les étoiles. Misty dormait sur mes genoux. La brise chaude apportait le parfum des fleurs. Tout était en paix. C'est alors que j'ai entendu le portail. C'était Marc, seul, sans Élise. Il a marché jusqu'à la clôture et s'est arrêté. « Pardon de venir si tard, maman. J'ai vu les lumières encore allumées. Puis-je te parler un instant ?» Je l'ai regardé un long moment. Puis, pour la première fois en 8 mois, j'ai ouvert la clôture. « Entre, mais juste un instant. » Il est entré avec précaution, comme s'il craignait que je change d'avis. Il s'est assis sur le banc du jardin, gardant une distance respectueuse. Misty l'a regardé avec curiosité. « Elle est nouvelle ?» a-t-il demandé en désignant la chatte. « Elle s'appelle Misty. Je l'ai adoptée il y a des mois. Elle est jolie. » Il y a eu un silence. Puis Marc a pris une profonde inspiration. « Maman, je ne suis pas venue pour demander quoi que ce soit. Je suis juste venue te dire que je t'ai vue avec ce monsieur. » Olivier, on voit que tu es heureuse. Et ça me rend heureux aussi. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'avoir de bonnes personnes dans ta vie. Où veux-tu en venir, Marc? Nulle part. Je veux juste que tu saches que je n'attends plus que tu me pardonnes. Je n'attends plus que les choses redeviennent comme avant.
J'espère juste qu'un jour, quand tu me verras dans la rue, tu ne ressentiras pas de douleur, que tu me verras et que tu ne ressentiras rien de l'indifférence. Parce que même ça, ce serait mieux que ce que je mérite. » Ces paroles m'ont surprise. Il n'y avait aucune supplication en elles, aucune manipulation. Juste une acceptation honnête des conséquences. « Marc, » ai-je dit lentement, « je ne ressens pas d'indifférence quand je te vois. Je ressens encore de la douleur. Mais je vois aussi tes efforts. Je vois que tu as changé. Je ne sais pas si un jour nous pourrons à nouveau avoir une relation. Mais je reconnais que tu essaies. » J'ai vu des larmes couler sur ses joues. C'est plus que ce que j'espérais entendre. « Merci, maman. » Il s'est levé pour partir, mais je l'ai arrêté. « Marc, viens dîner dimanche prochain, toi et Élise. Je ne promets pas que tout ira bien, mais c'est un début. » Son visage s'est illuminé d'un espoir prudent. « Vraiment ? Vraiment. À 14 heures. Ne soyez pas en retard. » Après son départ, je suis restée dans le jardin, ressentant un mélange d'émotions. Je n'avais pas complètement pardonné. Peut-être que je ne le ferai jamais. Mais j'étais prête à leur donner une chance de prouver que le changement était réel et permanent. Le dimanche est arrivé. Marc et Élise sont apparus exactement à 14 heures, apportant des fleurs pour le jardin et une photo encadrée de moi qu'ils avaient leur fait restaurer. Elle datait de l'époque où Marc était petit, tous deux souriant dans ce même jardin. Le dîner a été maladroit au début. Des conversations forcées, de longs silences. Mais petit à petit, nous avons commencé à parler vraiment. Marc m'a parlé de son travail, de la façon dont il reconstruisait sa carrière. Élise m'a parlé de la thérapie, de la façon dont elle apprenait à apprécier les choses simples. Ce n'était pas magique. Il n'y a pas eu d'étreinte ou de pleurs dramatiques. Mais c'était un début. Un premier petit pas vers quelque chose qui, peut-être, avec des années de travail et d'honnêteté, pourrait devenir une nouvelle relation. Quand ils sont partis cet après-midi-là, je suis restée sur le pas de ma porte, les regardant monter dans leur vieille voiture. Madame Fournier s'est approchée de son jardin. « Vous leur avez pardonné ?» a-t-elle demandé. « Non, » ai-je répondu honnêtement. « Mais je leur donne l'occasion de mériter ce pardon. S'ils le veulent vraiment, ils devront y travailler pendant très longtemps. » Ce soir-là, assise dans mon salon avec Misty ronronnant sur mes genoux, j'ai réfléchi à ma vie. J'étais passée d'une femme brisée et humiliée à une femme forte et complète. J'avais ma belle maison, mes merveilleuses amies, la possibilité d'un nouvel amour avec Olivier. Et maintenant, peut-être, la possibilité d'une relation reconstruite avec mon fils. Le passé n'avait plus de pouvoir sur moi. Les mots cruels d'Élise, l'abandon de Marc, la manipulation de Geneviève, tout cela, c'était de l'histoire ancienne. J'avais survécu à la tempête et j'en étais sortie de l'autre côté, plus forte, plus sage, plus complète. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Marc. « Merci pour aujourd'hui, maman. C'était plus que ce que nous méritions. On t'aime. » J'ai souri et j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais peut-être demain ou la semaine prochaine. Parce que maintenant, j'avais le contrôle. C'est moi qui décidais des termes. C'est moi qui choisissais ma propre paix. Misty a étiré ses pattes et a bâillé. Je l'ai caressé doucement en regardant par la fenêtre mon jardin, illuminé par la lune. Chaque fleur que j'avais plantée était un symbole de ma renaissance. Chaque mur que j'avais peint était une déclaration de mon indépendance. Cette maison n'était plus un lieu de douleur. C'était mon sanctuaire, ma victoire, mon foyer. Et moi, Simone, 64 ans, je vivais enfin vraiment. Pas pour les autres, pas par obligation, mais pour moi-même, pour mon bonheur, pour ma paix. Le passé avait perdu son pouvoir, et l'avenir brillait de possibilités infinies.